Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du secteur des télécommunications, des telcos, comme on dit. Et je vais même un peu plus loin, donc avec Thomas Coudray à mes côtés en plateau. Bonsoir Thomas. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes analyste chez Bryan Garnier. J'ai même intitulé le sujet de ce soir, le réveil des telcos. Parce qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Je regardais la performance d'un titre comme Orange depuis le début de l'année. C'est très bien en relatif, c'est très bien en absolu, c'est plus 15% de performance sur 6 semaines de bourse. Je suis d'accord, mais il se passe quelque chose, d'autant que le secteur bouillonne également avec la thématique M&A. Donc on va parler de tout ça ce soir, mais commençons avec Orange qui a marqué l'actualité des dernières semaines, avec donc la nouvelle direction et la nouvelle dirigeante qui a été nommée pour prendre la succession de Stéphane Richard. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Christelle Edman, c'est ça, et qu'est-ce qu'on peut dire de la feuille de route qu'il attend aujourd'hui chez Orange, Thomas? C'est une très bonne question. La feuille de route, on sait un petit peu les défis auxquels elle va être confrontée. Après, sa feuille de route, elle, on l'attend, on va l'attendre. Ça va être une des fortes attentes du marché. Sa prise de fonction est prévue, je crois, début avril. Peut-être falloir lui laisser le temps un petit peu de regarder un petit peu tout ça, d'ouvrir le capot, même si elle était administratrice. Ouais, depuis 5 ans quand même. Orange, elle connaît quand même un petit peu le groupe. Et voilà. Et donc, en effet, elle est confrontée à un certain nombre de défis, qu'ils soient stratégiques ou opérationnels. Évidemment, d'un point de vue très opérationnel, et c'est un petit peu l'actualité de ces dernières semaines, il y a la fameuse sortie, le décommissionnement, comme on dit, du réseau cuivre historique d'Orange France. Donc ça, c'est un très gros chantier qui s'ouvre, qui a des conséquences financières, sociales, opérationnelles. Il y a des sujets plus d'ordre stratégique. Qu'est-ce qu'elle va faire avec un certain nombre d'actifs du groupe, la banque, la cybersécurité, le cloud, l'Afrique, les tours mobiles. On sait que c'est un gros sujet aussi chez les telcos. On entend parler de rumeurs. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Clairement, elle a du pain sur la planche. Ouais, mais je ne sais pas si on prend quelques-uns de ces points, Thomas. Les tours, par exemple, il y a une tendance dans le secteur des télécoms à externaliser, à sortir ce type d'actifs. Est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle ce ne serait pas intéressant stratégiquement et même financièrement pour Orange de procéder également à ce genre d'externalisation de ces actifs? Alors Orange a déjà engagé un certain nombre d'actions avec ces tours, c'est le fameux projet Totem. Donc aujourd'hui, les tours d'Orange France et Espagne ont été, on va dire, localisés dans une structure juridique distincte avec sa propre gouvernance, détenue à 100% aujourd'hui par le groupe Orange. Et la direction actuelle ou bientôt la direction passée n'a pas caché son souhait d'éventuellement saisir des opportunités de rapprochement de cette entité avec d'autres entités équivalentes en Europe. Donc on peut tout à fait s'attendre à un certain nombre de mouvements là-dessus. C'est des actifs, les actifs de Tours qui sont valorisés aujourd'hui plus de 20 fois leur EBITDA, là où les telcos sont plutôt à 5 fois aujourd'hui. Donc c'est énorme. Donc il y a des gisements potentiels de création de valeur derrière ces actifs-là qui sont significatifs. Je reprends mon plus 15% pour le titre Orange là en 6 semaines. Est-ce qu'il y a quelque chose justement d'Orange spécifique lié à la nouvelle gouvernance, lié aux attentes du marché vis-à-vis de la nouvelle dirigeante d'Orange? Ou est-ce que, et on en parlera d'ailleurs juste après, Thomas, ou est-ce que c'est un phénomène plus global qui concerne l'ensemble du secteur des télécoms en Europe? Bon, en remarque à votre question, c'est vrai que je suis content aujourd'hui parce que ça fait plusieurs fois qu'on se voit et que je vous dis que les opérateurs ont été injustement souffert du Covid en termes de valo, de multiples, etc. Et enfin, là, on voit qu'ils sont un petit peu en train de sortir la tête de l'eau. Et en particulier, Orange, dont je ne comprenais pas la faiblesse de la valorisation, voilà, se porte un petit peu mieux. Maintenant, les causes de ça, je pense qu'en effet, il y a des sujets très spécifiques à Orange. Et puis des sujets plus macro sur les marchés et sur les télécoms en particulier. Sur Orange, bon, le sujet de la nouvelle gouvernance, alors ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une séparation de la fonction de chairman et de CEO. C'est quelque chose qui était plutôt attendu dans le cadre d'une gestion ESG. Voilà, c'est des choses qui sont bien, ça va être favorable. Maintenant, on sait qui va prendre les rênes, qui va succéder à Stéphane Richard. Je ne suis pas sûr que le marché
parie aujourd'hui spécifiquement sur Crystalman, mais en tout cas, c'est un élément d'incertitude en moins par rapport à il y a quelques mois. Donc ça, c'est positif. Ensuite, si on reste sur Orange, il y a les sujets, on se dit peut-être un peu de valeur à créer sur les tours. Il y a des sujets de rumeurs, on reviendra de consolidation en Espagne, qui peut aussi positivement impacter Orange. Et puis, il y a plus fondamentalement le fait que voilà, Orange guide depuis un certain temps maintenant sur une augmentation très significative de sa génération de cash, notamment à horizon 2023. Eh bien, on se rapproche de ça. Le marché y croit de plus en plus. Et du coup, forcément, le stock en bénéficie également. Oui, plein de raisons de redécouvrir effectivement ce secteur sur le plan boursier. Allons-y sur le thème M&A, qui est un facteur important là aussi du bouillonnement et du réintérêt que les investisseurs peuvent avoir sur ce secteur. Qu'est-ce qui vous paraît majeur là? Il y a une liste, KKR sur Télécom, sur TIM maintenant, Télécom Italia, Orange en Espagne, il y a des sujets également. Iliad, bien sûr, en Italie, donc la partie free, Iliad italienne sur Vodafone Italie. KKR, ça donne un peu la mesure de ce que ça peut représenter comme type de deal. C'est une proposition qui a été faite, pour le coup, à près de 11 milliards d'euros. Oui, on peut envisager des opérations très significatives, très agressives sur le secteur de la part de fonds. Là, il y a Cevion au capital de Vodafone qui est en train de placer un petit peu ses pions également. Donc on sent que ça bouge beaucoup à ce niveau-là. Et puis n'oublions pas deux signaux très forts qui commencent à dater un petit peu, mais qui étaient le buyout des minoritaires d'Altis par Patrick Drahi Bien sûr. Donc tout ça, je pense que appuie sur le fait, si ces gens-là s'engagent dans ce type d'opération, c'est pas les plus mauvais investisseurs du monde, il y a peut-être des bonnes raisons de le faire et de juger légitimement que ces actifs sont sous-valorisés aujourd'hui. On en revient à ce qu'on disait sur l'impact Covid peu justifié. Donc ces deals-là, ils montrent ça, ils appuient sur le fait, regardez, les valorisations sont faibles. Il y a des coûts à faire, que ce soit des coûts purs investissement, j'allais dire comme les buyouts, les fonds de private equity, ou alors derrière des opérations plus avec des logiques industrielles et des opérations de consolidation. Et sur l'ensemble de ces niveaux, on voit que les différents acteurs se positionnent et qu'il y a aujourd'hui des choses à faire. Donc il ne faut pas que l'investisseur institutionnel reste en dehors de ces mouvements-là. Après, il faut être prudent, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui sont refusées. On voit que pour l'instant, Iliad Italie et Vodafone Italia, ça n'a pas marché. Bon, est-ce qu'il va y avoir une deuxième étape? KKR sur Telecom Italia, c'est pas encore fait, loin de là. Donc, bon, voilà, il ne faut pas non plus... les consolidations au sein des mêmes pays, en Italie ou en Espagne, quelle va être l'attitude des autorités, de la concurrence européenne là-dessus, même si on sent qu'il y a des signaux positifs. Bon, il faut rester malgré tout prudent. Mais voilà, cet intérêt-là montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le secteur, de la valeur à aller chercher, à externaliser, et des bonnes opérations à faire certainement sur un certain nombre d'actifs. Ouais, et dans un moment où le coût de l'argent, le loyer de l'argent pourrait remonter, ça peut rester des opérations réalisables, faisables, avec du levier financier, avec du levier industriel, si on est entre industriels? Oui, bien sûr. Alors après, dans le secteur, en termes d'endettement, on trouve un peu de tout aussi. Il faut voir. Mais quand on est à des niveaux de 2, même 2,5 fois d'endettement, c'est des choses qui sont totalement absorbables. N'oublions pas aussi, je ne l'ai pas cité sur Orange, mais c'est quelque chose qui est peut-être différent d'une entreprise à l'autre. Mais on est aujourd'hui dans un pic de CAPEX très élevé sur l'industrie. Donc on a la conjonction des déploiements fibres plus ou moins avancés suivant les pays, etc. Et puis les investissements 5G. Donc on est encore dans une période très capital intensive. À un moment, tout ça, et c'est ma conviction profonde, c'est que ces déploiements fibres, une fois qu'ils auront été faits, ils ne seront plus à faire. Donc ce pic de CAPEX qu'on voit, il est conjoncturel, il va baisser. Je pense que c'est aussi ce qu'un Patrick Drahi sait quand il rachète son groupe et Xavier Niel aussi. Donc on va baisser. Donc le cash flow va mieux se porter dans quelques années. Donc le sujet clairement de la dette ou du désendettement et du levier va être adressé aussi via ce point-là. Et puis d'un point de vue très macro aussi, on voit, vous en parliez tout à l'heure avec vos précédents invités, il y a un sujet, on voit de rotation sectorielle et les très fortes valos, on
pris cher, hein, pour le dire un petit peu vulgairement, depuis le début de l'année. Donc il y a un certain nombre d'actifs qui reviennent un petit peu plus en état de grâce. Oui. Donc les télécoms en font un peu partie. Bah oui. Tout arrive. C'est quoi? Oui, non, mais bien sûr. Mais ça fait partie des quelques secteurs qui sont positifs, effectivement, depuis le début de l'année en Europe, au sein du Stock 600. C'est quoi le sujet spécifique d'Orange Espagne, Thomas? Orange Espagne, alors voilà, l'Espagne fait partie de ces marchés avec l'Italie et la France qui sont parmi les plus compétitifs en Europe, sur lesquels les prix sont extrêmement faibles, liés à des structures de marché ultra concurrentielles. Et donc, c'est des marchés sur lesquels on attend une rationalisation, donc une réduction du nombre d'acteurs. Et donc c'est le cas en Espagne. Il y a des discussions. Alors il y avait MásMóvil et Euskaltel qui se sont réunis avec à la manœuvre un fonds de private equity. Et puis donc il reste au milieu de ça évidemment Telefónica, mais on a Vodafone Espagne, on a donc MásMóvil et on a Orange. Et donc tout ça discute. Et puis si on pouvait passer de 4 à 3, ce serait très bien. Et puis en Italie, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Avec Iliad sur la partie italienne et Orange sur la partie espagnole. Hein, exactement, voilà. C'était les acteurs français. Sur différentes géographies. Merci beaucoup Thomas. Merci d'être venu nous éclairer, comme vous le faites régulièrement, sur les enjeux du secteur télécom, sur le plan industriel bien sûr, et sur le plan financier et boursier. Un secteur en relatif et en absolu qui se comporte très bien depuis le début de cette année 2022. Thomas Coudry qui est avec nous en plateau, analyste chez Bryan Garnier, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. Nous nous retrouvons demain en direct à 12h30 sur Bismart.